suis avec un de mes bons amis, Charles-Étienne Desrochers, qui investit à Bali, qui est photographe aussi. Pour commencer, explique-moi donc ton mode de vie là-bas. Ben, dans le fond, nous autres, à Bali, c'est vraiment la belle vie, là. On mange au restaurant 24/7 parce qu'on se fait pas de la bouffe. Ça coûte moins cher de se faire, de manger au restaurant que de faire notre propre épicerie. On est au gym, sur le bord de la plage. Les gyms, c'est littéralement des spas au complet. T'as des ice baths, sauna, des piscines, t'as le gym, des cours. C'est vraiment comme un autre mode de vie complètement du Québec. Je trouve que c'est plus relax aussi. C'est ça, on peut vraiment faire nos affaires comme on veut. Nos journées, c'est vraiment, on y va avec le flow, on the go. Puis le coût de la vie, mettons, là, on parle de Québec, Bali, toi, tu fais les deux, dans le sens que tu restes, comme là, tu vas rester 2 mois ici. Ouais, c'est ça. Là, je suis 2 mois ici. Puis si je compare avec Bali, mettons, mon mode de vie est beaucoup plus élevé pour beaucoup moins cher, là, c'est sûr et certain. Si je compare peut-être, mettons, pour les Bali, lunchs, mettons, les lunchs. Un lunch, mettons, c'est peut-être 12 $, puis je mange pour quelque chose qui est équivalent peut-être 50, 60, 70. Ah ouais, pour 12 Donc, piastres. c'est ça. C'est pour ça que ça vaut pas vraiment la peine de se faire une épicerie, parce que c'est tellement rapide. On fait juste aller au restaurant, on travaille au restaurant. Après ça, on fait nos journées. On sauve beaucoup plus de temps à cuisiner, à faire notre épicerie. Donc, le mode de vie est plus facile, plus convenient qu'à Montréal. Puis c'est quoi le genre de personnes que tu rencontres, mettons, parce que je sais qu'à Bali, il y a beaucoup d'expats, il y a beaucoup de monde qui... l'imposition est pas mal moins haute qu'ici ou plein de pays. Fait qu'il y a beaucoup de monde qui décide de partir. Ils ont des business en ligne, puis ils vont vivre à Bali. Ils ont des business un petit peu partout dans le monde, fait qu'ils vont vivre là. T'as comme une dualité un petit peu entre les gens qui viennent vivre là, plus les Balinais. Fait comment que tu vois un petit peu que les gens s'acclimatent ensemble? Ben, dans le fond, c'est ça. C'est vraiment un environnement qui est propice pour les nomades digitaux, là, comme on appelle. Ouais, c'est ça, nomades digitaux. Ouais. Les gens, ils voyagent beaucoup, puis ils réalisent que le lifestyle à Bali, ben, c'est incroyable. Il n'y a rien gratuit de ça. Ouais. C'est ça, c'est pas cher, tu peux faire tout est à proximité. Tu te promènes en scooter, c'est vraiment plus rapide, tu n'as pas besoin d'avoir les transports en commun. Fait que dans le fond, les gens, ils se sont expatriés là pour la facilité d'entretenir sa business en ligne, puis pour le coût de la vie. C'est la majorité des gens qui ont leur business, ils ont leur business, mettons, aux États-Unis ou en Europe, où ça coûte nettement plus cher. Ouais. Fait que pour le même salaire, vu qu'ils travaillent pour les compagnies d'où ils viennent, ils peuvent avoir un mode de vie nettement plus élevé. Fait que c'est pour ça qu'ils s'expatrient à Bali. Par contre, au niveau des taxes, c'est un peu tricky aussi. Il faut vraiment que ton income soit 100% en ligne dans ton pays pour que tu aies le droit de travailler à Bali sans avoir une compagnie incorporée là-bas ou que tu aies les permis. Parce que sinon, tu risques de te faire déporter littéralement parce que tu travaillerais illégalement. Fait qu'il faut vraiment que tu fasses attention par rapport à ça. Mais si tu travailles à 100% en ligne avec une compagnie qui est à l'étranger, là, c'est correct. Tu peux juste rester dans le pays autant que tu veux en faisant des visa run qu'on appelle. Fait que dans le fond, tu peux rester 2 mois sur un visa touristique si tu le renouvelles. Okay. Après ça, tu dois sortir du pays, re-rentrer. Puis tu sors combien de temps quand tu sors? Tu peux sortir dans la journée même. Oui, c'est ça. Fait que dans le fond, moi, avant que j'ai mon visa d'1 an, qui est mon visa d'investisseur d'1 an, il fallait que je sorte du pays aux 2 mois. Fait que ce que je faisais, c'est que je m'en allais, mettons, en Malaisie pendant 2-3 jours pour juste comme chiller. Ouais, tu vas chiller. Puis, j'allais visiter autre chose. Après ça, je revenais dans le pays parce qu'il fallait que je rentre. J'avais pas le choix. Fait que les gens, ils font ça vraiment beaucoup. Ton autre affaire avec la question, c'est comment les gens, les Balinais, vivent ça. Ouais, comment? Parce que de plus en plus je pense que il n'y a pas juste nous qui aiment ça, Bali. Là. Je veux dire, partout dans le monde, là, c'est comme c'est une station balnéaire en Asie, en Australie. Fait qu'il y a plein de monde qui s'en vont habiter là parce qu'ils veulent le mode de vie de Bali. Mais comment que les Balinais, ils trouvent ça? Ben, c'est ça, exact. Dans le fond, Bali, c'est vraiment comme un peu le Québec dans le Canada. Là. Ils ont une culture un peu différente du reste de l'Indonésie. C'est vraiment une des régions qui est le plus touristique. Le reste, c'est surtout des tourismes locaux ou des touristes plus asiatiques. Mais Bali, ça attire de tout. Fait que c'est sûr que ça peut créer un peu de dualité avec les locaux parce qu'ils ont une culture vraiment plus différente. Puis aussi, c'est quand même assez overwhelming, comme on peut dire. Il y a beaucoup de monde qui viennent. Fait que, puis pour eux, ça fait pas longtemps que le tourisme de masse est commencé. Fait que c'est sûr qu'ils vivent du tourisme, ils en dépendent du tourisme parce que c'est vraiment ça leur économie principale.
Mais là, on peut sentir que des fois, il y a un peu plus de tension avec certains touristes qui ne respectent pas les règles. Ouais. Donc là, le gouvernement a un peu plus serré la vis pour justement s'assurer que les gens ne dérapent pas. Parce que moi, j'en connais des gens qui se promènent, ils font des wheelies sur l'autoroute avec leur scooter, ils se filment à faire des niaiseries un peu partout, ils conduisent sous. Il faut vraiment faire attention par rapport à ça, parce qu'il y a beaucoup de monde qui se disent « Hey, Bali, c'est cool, on a beaucoup de freedom, on fait ce qu'on veut. » Il y en a qui le prennent à un autre niveau. Ouais. Puis ils s'attendent à ce que, vu que la police, tu sais, des fois, tu peux leur donner un petit pot de vin, vu que... Ouais, c'est ça. C'est pas comme au Québec. C'est pas comme au Québec. Là, tu dis au Québec à un policier de donner un 100$, tu finis en tôle. Là. Ouais. Mais la police à Bali, c'est drôle corrompu. à dire, mais il y en a qui sont corrompus, pas tous. Fait que tu peux tomber sur des gens qui, justement, vont avoir le moral un peu moins en place. Puis ça fait en sorte que tu peux passer dans les cracks. C'est une façon pour les policiers de faire de l'argent aussi. Eux, ils se sont dit qu'ils vont faire du cash, des pots de vin, puis tout, puis ils font de l'argent à cause de ça. Là. Ben voilà, tu sais. Fait que ils n'ont pas de conséquences, dans le fond. Ben non, c'est ça l'affaire. C'est que j'ai jamais vu de policier se faire, je sais pas, interpeller publiquement parce qu'il demandait des pots de vin, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est pas la même... C'est vraiment pas la même mentalité. C'est les gens, ils vont faire l'argent comme ils peuvent le faire, où est-ce qu'ils peuvent le faire, puis de la manière qu'ils peuvent le faire. Mais ça reste quand même qu'ils serrent la vis un peu plus sur les touristes qui font n'importe quoi, tu sais. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui t'a amené à... Pourquoi, dans le fond, tu as décidé, toi, tu es né au Québec, tu es originaire d'ici. Ouais. Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir investir à Bali? C'est quoi, t'es parti en voyage? Tu sais, moi, je la connais, ton histoire, là. Je veux dire, t'es parti un moment donné, t'es parti en backpack, puis en un voyage, puis t'as découvert le pays. Comment tu t'es dit, OK, moi, je vais partir, puis je vais investir à Bali, je vais bâtir des villas? C'était quoi le processus que t'as eu? Ouais, ben dans le fond, nous autres, j'étais avec mon ex à ce moment-là, fait que c'était en 2016. 2016? Puis on est allé en Asie pour la première fois. Okay. Fait que j'avais 19 ans dans ce temps-là. Ouais. C'était assez dépaysant, là, parce que c'est complètement différent. Ouais. T'as 19 ans, t'es comme « Hey, wow! » Puis dans ce temps-là, Bali, c'était pas développé comme c'est là. Les restaurants, il y en avait moins. C'était le début du Bali qu'on connaît actuellement. Quand tu dis, mettons, ces jeunes Bali, là, puis on reviendra à la question, là, ça fait quoi, 10 ans un petit peu? Oui, je dirais autour d'une dizaine d'années que Bali est vraiment comme réputé plus en Amérique du Nord, en Europe. C'est sûr que ça a toujours été une station balnéaire pour les Australiens. Ouais. C'est un peu leur Cuba pour nous. Ouais. Je sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. C'est leur destination pas chère, à proximité, où ils pouvaient aller boire un coup, être sur la plage, puis juste chiller. Fait que dans le fond, moi, quand je suis arrivé là-bas, il y avait certaines zones qui étaient assez développées. Il y avait Kuta, Seminyak, ça fait longtemps. Okay. Mais tout ce qui était Canggu, Pererenan, Uluwatu, c'était zéro. Là. Il n'y avait rien. Fait que si tu voulais visiter, c'était un peu plus compliqué. Fait que ça a été un choc pour nous autres au début. Mais après ça, on est tombé en amour avec les gens, le mode de vie, le fait que les gens sont plus relax. Ces gens-là, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Ils dormaient, il y en avait certains, ils dormaient sur des cartons. Là. C'est littéralement ça, mais il y avait plus le sourire en face que nous autres. C'est hindouisme, hein? C'est ça. Ouais. Fait que dans le fond, c'est une culture complètement différente. Ils prônent plus la gratitude, l'entraide, les valeurs familiales. Ils vivent beaucoup ensemble. Fait que nous autres, on est tombés vraiment en amour avec l'île. Puis moi, à ce moment-là, je me suis dit, hey, éventuellement, juste dans ma tête comme ça, puis je vais avoir de quoi en Indonésie. Fait que, puis après ça, quelques années plus tard... Une petite graine qui a grandi de plus en plus. Une petite graine qui a grandi, là, puis... Tu focus, puis là, ça s'est donné. Puis c'est quand est-ce que tu as fait le move? Quand on s'est rencontrés, puis tu me parlais déjà de Bali, tu étais déjà dans le processus. Oui, exact. Dans le fond, nous autres, on s'est rencontrés, c'est quand je faisais mon trading. Ouais. Donc, quelques mois après ça, je m'en allais en Indonésie, justement, durant le COVID, où c'était un peu plus compliqué de voyager. Puis j'achetais mon terrain. Fait qu'en février à mars 2021. 2021, t'as acheté ton terrain. J'ai acheté mon terrain, j'ai commencé les plans d'architecte. Okay. Puis après ça, en juin 2021, ça a commencé à être construit. Puis ça a été terminé en 2023. Fait que le temps de construction, tu as acheté ton terrain, tu dis en mars? En mars, j'avais tout signé les papiers. En mars, j'avais tout signé les papiers. Tu es devenu propriétaire du terrain en mars. En mars directement. Puis le temps de construction, de te rencontrer le contracteur jusqu'à finir, ça a pris combien de temps en tout? Tout le processus, fait que ça a pris...
excuse-moi, j'ai accroché le micro. C'est février jusqu'à juin de l'année d'après. Février, juin. Fait que autour de quoi? Février, mars, avril, mai. Fait que un an et 4 mois, tout le processus a été complété. Parce qu'après que tu as acheté le terrain, il faut que tu fasses les plans, il faut que tu fasses tout. Puis il y a aussi le fait que moi, j'avais pas utilisé un décorateur d'intérieur, je l'ai fait moi-même. Ouais. Ça m'a pris un peu plus de temps que si j'avais engagé c'est toi qui l'as pour le faire. c'est toi qui l'as tout fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Dans le fond, moi, j'étais allé de magasin en magasin en Indonésie. Puis j'ai décidé de justement faire ça moi-même. J'ai pris l'inspiration un peu partout sur Pinterest. Puis après ça, ça a été ça. Ton contracteur, je sais que je l'ai rencontré. Ouais. Je sais que tu as une belle relation avec. On est allé souper ensemble. C'est Cadec. Ouais, Parle-moi de ta relation avec Cadec. Je pense qu'il prend plus de clients. Hein? Ben c'est ça. Dans le fond, lui, il est toujours booké. Il faut que tu le prennes à l'avance énormément. Ouais. Parce que le monsieur, sa business, ça roule tellement bien. Ouais. C'est un gars, je ne sais pas exactement à quel âge, il a 45 ans. Il vient d'un petit village au nord de Bali, là, ça s'appelle Kintamani. Okay. Lui, il a juste décidé un jour qu'il voulait plus de sa vie. Fait qu'il est allé étudier. Il a fait ses études en architecture et en ingénierie. Après ça, il a parti sa propre business de construction. Puis maintenant, il fait ça temps plein depuis vraiment longtemps, puis ça roule. Là. Il fait des projets, je pense, il fait des projets de 400-500 villas par année. 400-500 villas par année. Il est rendu vraiment énorme, là, c'est un des plus gros. C'est un des plus gros. Puis c'est combien d'employés? Au niveau des employés, j'en ai aucune idée. Là. J'imagine que 1000, ça doit être plusieurs centaines, voire peut-être plusieurs milliers. Parce que quand tu as, mettons, un projet de villa, c'est peut-être une dizaine d'employés au total qui peuvent être sur le chantier d'une shot. Ouais. Fait que je me dis que s'il y a 400-500 villas, ben, il doit en avoir beaucoup. C'est sûr que c'est pas tout en même temps. Puis ils dispatchent, mettons, les. Parce qu'une villa, si ça prend 10 mois à faire, puis il en bâtit 500 par année, c'est que c'est du monde. Là. Ouais, c'est vraiment du monde. C'est une grosse entreprise. Puis ça reste que c'est un monsieur qui a gardé ses bonnes valeurs quand même. Il veut toujours t'aider, il va trouver des solutions avec toi. Il va pas essayer de t'en passer une petite vite. Là. Puis la qualité de construction, Bali versus ici, dans le fond, comment tu compares? Parce que moi, je suis pas allé à ta villa, mais je l'ai vu dans le chantier, puis j'ai vu les plans, puis j'ai vu le résultat final sur la vidéo, puis c'est malade, là. C'est vraiment beau. Là. Ouais, honnêtement, la qualité, je suis vraiment surpris, agréablement surpris. T'sais, on peut se dire, pays du tiers-monde, peut-être des valeurs. Ouais, ça peut faire peur à un investisseur. Mettons, demain matin, quelqu'un qui est au Québec qui voudrait, investir, qui voudrait t'appeler et dire Charles, moi, j'aimerais ça investir une Bali. J'aimerais ça investir dans une villa à Bali. Ça peut stresser de ne pas savoir qui construit, qui s'occupe de gérer ça là-bas. Fait que d'avoir un partenaire comme ça, c'est motivant. Oui, exact. Il faut vraiment peut-être quelqu'un de confiance avec toi. Parce que le problème, c'est qu'il y a une dizaine d'années à Bali, justement, il n'y avait pas énormément de contracteurs qui avaient les normes et la réputation internationale requises. Ouais. Fait que ça fait en sorte que tu avais des constructions qui étaient un petit peu dodgy. Tu avais des affaires qui étaient un peu faites tout croche. Puis il y a beaucoup de contracteurs, justement. Ils se disaient, ah oui, on fait all-in, on fait tout le projet de A à Z. La seule affaire, c'est qu'ils sous-contractaient à plusieurs types d'entrepreneurs. Fait qu'au niveau de la qualité, puis de... Ça l'échappait. C'est ça l'échappait parce que tu peux avoir une villa qui était extrêmement bien construite, mais de la même compagnie, tu en avais une autre qui était faite comme... Qui tombe à terre après 2 ans. Là. Exactement. Tu avais de la moisissure partout. La fondation était finie. Parce que justement, il n'était pas capable d'avoir une certaine cohésion par rapport à la construction. Fait que ça faisait que c'était du gros n'importe quoi. Puis les designs à Bali sont malades. Je veux dire, ici au Québec, on a de l'hiver. Ouais. On peut pas faire n'importe quoi. C'est ça. J'ai vu ta villa, tu as des sliding doors dans les chambres, dans le salon. Elle s'ouvre au complet, ta villa. Là. Il n'y a pas de problème que la construction se défasse. Rien, c'est fait pour ça. Là. Exact, c'est ça. Les gens construisent énormément à air ouverte. Ouais. Ou avec l'option d'ouvrir toutes les portes. Ouais, comme tu as fait. Parce que moi, comme j'ai fait, parce que vu que je suis dans la jungle, ma villa personnelle est dans la jungle, je voulais pas comme toujours la garder à air ouverte parce que sinon, tu as un gros problème avec les insectes. Ouais. Puis ça fait en sorte que, tu sais, comme la nuit, tu veux pas te faire bouffer par les moustiques, fait que tu vas avoir l'option de fermer les portes. Fait que moi, j'ai décidé ça. Grosses de même. Là. Ouais, c'est ça. Ça reste que ça peut faire peur là, parce que les bébites sont assez incroyables.
Mais ouais, moi, les portes, ils s'ouvrent au complet. Fait que c'est vraiment le fun parce que, tu sais, de jour, je peux faire ma bouffe. Après ça, je peux chiller un peu dans mon gros living room, profiter de la piscine, faire les in and out, tu mets de la musique. Tu sais, c'est un... Puis t'as la paix, là, t'es dans le jungle, je sais. Ouais. Dans ta cour, tu vois vraiment... Je pense qu'il y a une balançoire, là. Comment on appelle ça, là? En fait, j'ai mis un hamac, moi. Un hamac? Ouais, j'ai mis un hamac, puis ma piscine, c'est une piscine infinie. Une piscine infinie? Ouais, fait que ça fait en sorte que ça donne sur une falaise directement. Falaise, fait que t'as la vue vraiment sur la jungle, là. Ouais, c'est ça. J'ai la vue sur la jungle, puis le matin, quand c'est clair, puis le soir, quand c'est clair, on voit le volcan avec le lever coucher de soleil. T'as vu sur le volcan aussi. aussi. C'est ça, on a la vue sur le mont Agung, qu'on appelle, là. C'est le plus gros volcan de Bali. OK. Fait que c'est quand même... Très nice. C'est vraiment le fun. Très nice. Fait que si un volcan il rentre en éruption, c'est ta villa la première. C'est assez loin, pour vrai. C'est quand même une bonne centaine de kilomètres. Fait que le pire des situations que je pourrais avoir, c'est peut-être avoir de la fumée, puis de la poussière. Mais ça se rendrait jamais jusqu'à chez nous. Là. Puis la dernière fois qu'il est rentré en éruption de manière majeure, là, je me rappelle pas de la date, mais ça fait quand même vraiment longtemps. Okay, bon. Ça ressemble à quoi la faune, vu que t'es dans le jungle? Y a-tu des serpents? Y a quoi à Bali? Y a-tu des... Ben, c'est sûr qu'il y a des serpents. Okay. Moi, personnellement, j'en ai jamais vu. Je suis chanceux, mais je sais qu'il y en a dans les rivières, je sais qu'il y en a dans les chutes d'eau, je sais qu'il y en a dans les rizières. OK. Il y a des singes. Oui, énormément de singes. T'as-tu des singes sur ta villa? J'en ai eu un, puis justement, j'ai une histoire comique à raconter. J'ai eu un client qui a chialé, qui avait un singe qui était allé dans ma piscine. Puis, tu sais, après ça, j'étais tellement comme sous le choc, j'étais comme... Hey man, est-ce que tu es conscient que tu es dans la jungle à Bali et qu'il y a des singes? C'est quoi, tu veux que je fasse une cage autour de ma villa puis que je t'empêche d'avoir des Il a chialé à cause du singe? Il m'a donné un mauvais review sur ma villa, ce qui est vraiment très drôle parce qu'il y avait un singe dans la piscine. Moi, ça aurait été un automatique bon review. Là. Ben, c'est ça. Si je l'ai une villa à Bali puis je peux chiller avec un singe pendant une semaine, c'est automatique 5 étoiles. Là. Ben, c'est Même ça, si t'as scrappé de quoi, là, juste parce que j'ai mon petit singe de compagnie... Je vais être content. Là. J'ai pas besoin de rien d'autre là, dans ma semaine. Là. Ouais. Le gars, il était comme, mais là, il s'en va se baigner dans la piscine. Je suis comme, OK, mais le singe, il est gros comme ça, man. Puis ma piscine est de 13 mètres de long. Là. C'est des milliers de litres d'eau avec du chlore. Il était comme, mais ça, c'est pas hygiénique. Okay. Je suis comme, mais t'es conscient que tu vas te baigner dans l'océan, littéralement, des fois, puis on va se le dire, c'est moins hygiénique que ma piscine avec un petit singe ou une piscine publique. Moi, j'habiterais à Bali, j'aurais mon petit singe, j'aurais son petit casque de scooter, puis il serait tout le temps avec moi. Là, ouais, moi aussi, puis quand il m'a dit ça, j'ai Mais t'as pas le droit, hein, je pense, à Bali. En fait, c'est ça. Les singes sont protégés. Ouais, les singes sont protégés, puis détenir un singe c'est illégal. Comme animal de compagnie, tu peux illégal. finir en prison. Là. OK, c'est ça. Fait que t'as le droit d'interagir avec eux, mais tu peux pas d'en kidnapper un. Là. Non, c'est ça. Puis aussi, tu veux pas un singe, pour être honnête, là. Ça reste que c'est comme des petits humains, mais vraiment plus hypocrites. Puis ouais, c'est ça, c'est des petits... Ouais, c'est des petits mongols. Là. C'est des petits mongols, c'est des rapaces, là. C'est des rapaces. Ils vont te voler tes affaires, ils vont niaiser avec toi. Puis c'est vrai, ma mère, moi, elle vit à Bali. C'est vrai. Ouais, fait que tu vois, ma mère, elle vit à Bali. Des fois, je vois ta mère, c'est drôle. Ouais, fait que des fois, ils voient ma mère, fait que c'est quand même drôle. J'ai amené ma mère à Bali, parce que c'est une petite histoire triste. La maison de ma mère a passé au feu. Puis elle a comme tout perdu ses souvenirs, elle a perdu elle avait ses chiens, ses chats. Pendant la nuit, elle était chez un ami, la maison était revenue, elle a reçu des appels, la maison c'était fini. Là. Ils ont retrouvé les chiens puis les chats dans les décombres. Là. Fait que, elle a tout perdu ce qu'elle avait, puis elle a eu une mini-dépression. Puis dans ce temps-là, je parlais déjà avec Charles-Étienne pour projet de bâtir une villa, puis ça me primait vraiment. Puis on a fait un GoFundMe à ma mère pour ramasser un peu d'argent, pour qu'elle, changer son mal de place, ramasser un peu de fonds parce qu'elle n'avait pas beaucoup de sous. Puis on a réussi à l'amener avec nous à Bali. Au départ, elle est partie 3 mois. J'ai dit, pars à Bali. Moi, 3 mois, je ne pouvais pas à cause de la business, à cause de l'immobilier. Mais on l'a amenée à Bali. Puis elle est revenue après, je pense, les 3 mois. Elle a tout vendu ce qu'elle avait ici. Puis elle est en train de apprendre la langue à Bali. Elle est en train de faire son visa. Elle est en train de faire
comment on appelle ça, une green card à Bali? C'est pas une green card, c'est... Ouais, elle doit avoir son truc de retraité. Hein, Ah ouais, c'est ça. Elle a un visa de retraite visa de 10 ans. C'est le Gold Visa, quelque chose qui appelle? Je sais pas, elle a un visa de retraite pour habiter à Bali. Puis là, elle veut vivre là. Fait que, tu sais, ma mère, moi, je la vois plus, là. Elle est à Bali, là. C'est vraiment drôle parce que ta mère... Fun story, là. Je la vois sur la plage des fois avec ses... Avec ses chiens. Elle a deux chiens ou 3 chiens? Elle a 3 chiens. 3 chiens? Ouais, fait qu'elle s'est refaite des chiens assez vite. Ouais. 3 chiens, 2 chats. Et ouais, des fois, tu sais, on va juste... Elle ride sur son scooter avec ses 3 chiens, là. Elle a un backpack avec un chien. Il y en a un qui est assis devant elle, puis il y en a un sur le dos, puis les chiens restent sur le scooter, puis elle se promène à Bali avec ces scooters-là. Elle vit sa best life à Bali, là, ma mère. Là. Elle est vraiment sur un autre mode de vie. Là. Ta mère, elle fit tellement à Bali. Là. Oh, ouais, non, c'est ça. Elle est tellement drôle. OK, parle-moi de ta vie-là encore. C'est quoi les coûts? C'est quoi les dépenses? Puis si t'es capable de me donner peut-être un exemple de... Tu sais, mettons, moi, je suis dans l'immobilier ici, on en a parlé souvent, on essayait de comparer, mettons, ça coûterait combien bâtir là-bas versus ici. Combien ta villa t'a coûté? Combien les meubles ils ont coûté? Combien tout a coûté faire ça? Dans le fond, overall, c'était 290 000 Canadiens. 290 000 Canadiens. Ouais. Ça inclut tout. Là. Ça inclut de A à Z, production des plans, terrain, décoration, permis, all in. Dans le fond, le terrain, c'est autour de 70 000. OK. Le terrain à Bali, c'est important à noter que c'est une location. C'est ça. Toi, il n'est pas à toi, le terrain. Non, le terrain n'est pas à moi. Ta villa n'est pas à toi, là. Le building est à moi. Le building est à toi. Mais le terrain ne l'est pas. Par contre, le terrain, tu l'as pendant 25 ans avec une option de renouveler pour un autre 25 ans. Okay. Puis vu que la rentabilité est vraiment rapide, ça fait en sorte que ça a quand même du sens financièrement versus ici où tu vas rentrer dans ton argent peut-être 10-15 ans sur ton condo si tu le loues. Peut-être même pas plus que ça. 20 ans. 20 ans ici. 20 ans. Là. C'est ça. Ouais. Nous autres, on parle en moyenne de 5 à 6 ans à Bali. Peut-être moins que ça. Even, t'es break-even. 5 à 6 ans... Ton retour sur investissement, c'est sûr qu'il y a des break-even. Puis là, on est dans un conservateur. Là, parce que je pense que ça peut aller plus vite que ça. Moi, honnêtement, je suis nettement au-dessus de ça. Ouais. Mais je suis dans les chanceux. T'es dans Pour les être chanceux. honnête, je suis dans ceux qui ont eu... j'ai un bon timing parce que j'ai acheté durant COVID quand les coûts étaient moins élevés. Ouais. Fait que ça fait en sorte que mon return on investment est nettement plus élevé. Ouais. Fait que je peux atteindre plus autour du 30-35 dans mon cas. 30-35% par année? Ouais. Exact. Okay. Je sais qu'il y a du monde, c'est impossible d'avoir ça ici, là. Presque impossible, là. À moins que tu es vraiment chanceux ou que tu passes tes semaines à cogner aux portes puis à pogner des petits vieux qui savent pas qu'est-ce qu'ils vendent puis tu fous du monde dans le fond. Ouais, c'est ça, exact. 30-35% sur investissement, c'est fou. Ouais. Fait que ça te permet de payer ta villa, toi, en 3 ans. 3 ans et demi, peut-être 4. C'est sûr que là, ça fait juste 1 an qu'elle roule. Je veux pas comme mettre les chevaux devant le chariot, là, comme on dit, c'est ça? Non. Ouais. Le chariot devant les chevaux, excuse-moi. Ouais, exact. Parce que le chariot est déjà... ouais, c'est ça, exactement. Que je veux pas trop m'avancer, mais à date, ça roule extrêmement bien. Puis comme je disais, là, je vais répondre à ta question du début. Des coûts, ouais. C'est terrain 70 000, location de 25 ans. Mais vu que la rentabilité est bonne, c'est pas grave si c'est une location. Ouais. Après ça, on parle autour de mémoire, c'était 190 000 de construction. Ça inclut la piscine aussi? Ça inclut la piscine. Tout le setup, là, tout ce qui est bâtissable. Tout le setup. Donc, porte, fenêtre, piscine, zone extérieure. 190 000. 190 000 all-in. Puis ça inclut mon puits artésien aussi pour aller chercher l'eau. La construction d'un mur autour de la villa. Un mur de protection parce que là-bas, c'est très... Nous autres, on met des clôtures surtout. Ouais. Eux, ils mettent littéralement des murs. Ouais, t'as ton mur privé. Là. C'est ça, j'ai mon mur privé, mais moi, vu que j'ai une vue, ouais. Puis que c'est une falaise, j'ai pas de mur en avant, fait que ça fait en sorte que je peux enclaver derrière des murs. Ouais. Donc ça inclut ça. Ensuite, tu parles peut-être pour une 2 chambres de 15 à 20 000, dépendamment de la qualité des comment on dit ça? Des meubles, excuse-moi. Je suis tellement rendu en anglais là, ces temps-ci que j'en parle mon français. Mais ouais, 15 à 20 000. OK. Ensuite, tu as les permis, peut-être un 6 000. OK. Justement pour avoir ton permis de location parce que tu as différents permis à Bali. Tu as des permis de résidence, des permis de location puis des permis hôteliers. Moi, j'ai pris un permis de location. Okay. Justement pour... Ça, c'est combien? Moi, ça m'a coûté 6 000.
pour la villa au complet. C'est une fois? C'est une fois. C'est that's it. Dans le fond, tu te demandes au nom du propriétaire du terrain. Okay. Puis lui, ça lui donne l'autorisation que toi, tu loues sur son terrain. Okay. Donc, c'est le permis du terrain en tant que tel. Okay. C'est ça. Environ ça, les coûts. OK, ça fait que c'est ça. OK, parfait. Fait du sens. Comparé ici à Longueuil, un condo à 300 000, toi, tu as une villa avec Infinity Pool, avec vue, qu'on va montrer dans la vidéo, là, on va pouvoir voir. Nice, très nice. Mais j'ai juste une petite parenthèse de même. Vas-y. Juste la piscine que j'ai au Québec coûterait au-dessus de 100 000. Ben oui. Des piscines maintenant, des piscines maintenant entre 80 et 100, là, des grosses piscines. Là. C'est pour ça que toutes les nouvelles constructions en ce moment au Québec, tu vois des piscines creusées, des belles piscines avec du beau pavé, sont petites. Là. Ouais. Sont vraiment petites. Là, parce qu'une grosse piscine, ça coûte vraiment cher à bâtir. Les coûts, ils ont plus de sens. Moi, c'est en béton armé, là, littéralement. Là. Ouais, c'est ça. Non, il n'y a pas d'entretien. Là. Non, c'est indestructible, cette affaire. Comment qu'on investit à Bali? C'est-tu vrai, là, j'entends souvent des rumeurs, il faut que tu sois associé avec un balinais. Faut que tu sois partenaire avec quelqu'un pour investir à Bali. C'est quoi les étapes? Comment tu fais pour rentrer dans le pays et dire hey, moi, je veux investir de l'argent dans le pays? Mettons que, comme je parlais tantôt, il y a quelqu'un qui dit moi, je veux investir. Charles, je t'appelle, je veux trouve-moi, aide-moi à investir une Bali. C'est mon rêve d'avoir une villa à Bali. C'est quoi les étapes? Ben, dans le fond, je vais commencer par dire que c'est pas vrai que tu as besoin d'avoir un balinais. OK. Avant, c'était une conception qui était très répandue parce que c'est vrai qu'il y a certaines entreprises que tu peux pas détenir sans avoir un partenariat avec un balinais. C'est ça. Par contre, la majorité des entreprises qui sont liées au tourisme, tu peux les avoir sans avoir un partenaire balinais en tant que tel. Donc ça en fait partie. Tu n'as pas besoin pour bâtir une villa de t'associer avec un Indonésien, même que c'est très, très recommandé de ne pas le faire. Parce que justement, si tu t'associes avec un Indonésien et tu n'as pas les papiers qui sont requis, le building lui appartient. Là. À lui. Puis il va partir avec ton argent. Là. Ouais. Même si c'est la personne que tu fais confiance le plus au monde, ouais. Tu sais, quand tu parles de 400-500 000, les gens vont peut-être considérer de te backstabber. Tu sais. Ouais. Fait que moi, je le ferai jamais. Puis c'est pour ça qu'il ne faut pas le faire. Mais les gens, ils peuvent le faire avec toi maintenant, parce que tu as une compagnie là-bas. Oui, c'est ça. Quelqu'un pourrait ouvrir une villa, se partir une villa avec toi, sous ta Oui, compagnie. exact. Parce que dans le fond, il y a deux manières qu'un étranger peut détenir une villa à Bali. C'est soit il fait une location du terrain en son nom personnel, ou il se part une compagnie indonésienne, puis il achète le terrain avec la compagnie indonésienne directement qui est ouverte là-bas. Donc, toi, c'est ça que tu as fait. En fait, pour ma personnelle, je l'ai eu en mon nom directement parce qu'à ce moment-là, je pensais pas que ça allait grossir autant que ça. Mais là, pour les prochaines villas que je fais au sud de Bali avec mon partenaire Marian, dans le fond, on a une compagnie. Parce que justement, tu as quand même une structure légale qui est un peu plus protégée. Ouais. C'est un peu plus safe. Malgré que dans les deux cas, honnêtement, c'est notarié, tout est... C'est notarié, c'est un avocat qui fait tout ça. Toi, ça. tu as ton avocat là-bas, il regarde toute la légalité, puis comment ça va fonctionner pour la business, puis tes droits. Puis c'est aussi simple que ça. C'est ça. Tu trouves un bon avocat, puis un bon partenaire, puis tu peux investir à Bali. Exactement. Puis y a-tu un minimum de montant d'investissement? Tu sais, je donne un exemple. Tu veux habiter à Monaco. Je sais que c'est 1 million. Pour avoir ta carte, pour investir ou habiter à Monaco, il faut que tu aies au minimum, je pense, 1 million dans ton compte. Okay. Pour être investisseur à Bali, ça prend combien? Dans le fond, si tu achètes ta villa à ton nom personnel, puis que tu loues directement à ton nom personnel, il n'y a pas de minimum. Il n'y a pas de minimum. Par contre, si tu veux te partir une compagnie étrangère à Bali, on appelle ça une PTPMA. Puis ça demande un investissement en IDR qui est 10 milliards IDR, qui est l'équivalent d'environ 800 000, 850 000 Canadiens. Donc, tu as besoin d'un investissement minimum de tout ça. Par contre, ça peut être au fil du temps. Il faut que tu le projettes. Tu projettes, tu lances un projet. C'est comme si tu présentais, dans le fond, au pays que tu vas investir tant dans le pays, puis là, ils vont te donner le hockey. Exactement. Ouais. C'est ça. Il faut que tu aies quand même un plan. T'sais. Puis moi, justement, avec ma compagnie, juste le terrain était quasiment 800 000. Pour les 4 villas, là. Pour les 4 villas, c'était quasiment 800 000 parce que nous autres, on a décidé de prendre un terrain qui est assez vaste, avec une vue sur l'océan, pour justement vraiment se démarquer. Fait que ça faisait en sorte que le terrain est vraiment plus cher que ce que moi j'ai payé. Puis aussi, c'est 2 ans plus tard, fait que comme le marché a beaucoup changé. Ouais.
Mais ouais, c'est ça. Il y a deux manières. Le principal atout de le faire avec une compagnie, c'est que tu peux directement l'acheter et non le louer. Donc, dans le fond, il y a deux méthodes à Bali. C'est soit leasehold ou freehold. Ouais. Freehold, il est à toi, là. C'est comme au Québec, là. C'est ton freehold, dans le fond, c'est un peu tricky. C'est 99 ans qui est à toi, mais si tu revends le terrain, le 99 ans, il reset. Fait que c'est comme si tu l'avais à vie, parce que tu peux juste te réouvrir une autre compagnie et te le vendre à toi-même. Fait que dans 99 ans, tu vas te le vendre à toi-même. C'est ça, tu sais. Ouais. Si je réussis à trouver la fontaine de jouvence ou quelque chose, hein. Mais ouais, c'est ça. Mais c'est ça l'avantage, parce que c'est comme si tu étais propriétaire. Ouais. Mais sinon, il y a le leasehold qui peut être le nombre d'années X que tu veux. Puis ça se lègue à ses enfants, ça? Oui, même la location à se lègue, c'est notarié. Justement, si je décède... Si tu décèdes, ça va à quelqu'un de ta famille. Ça va à quelqu'un de ma famille directement. Puis c'est vraiment bien, parce que justement, ton investissement n'est pas perdu. Puis c'est pour ça que les gens ils ont moins peur d'investir en Indonésie à cause de ça. OK, ton nouveau projet. Là, ça aussi, on peut-tu montrer des photos de ça? Ouais, je vais pouvoir t'envoyer des renders, là, les 3D. Des 3D, ouais. Ouais, parce que c'est sûr que là, c'est pas construit, fait que j'ai pas les vraies choses. Ça aussi, je vais montrer un petit peu aux gens, ça va être quoi ton projet, parce qu'on va voir dans la vidéo ta première villa, qui est complètement folle, selon moi. Je la trouve débile. Merci. Puis on va voir tes 4 autres villas qui sont... C'est une autre planète, là. Ouais, c'est monté d'une coche, là. C'est plus la même game, là. Non. Ça, c'est du high class, haut de gamme. D'après moi, il n'y a même pas ça à Bali, là, du haut de gamme de même, là. Il y a du haut de gamme. Il n'y a pas du haut de gamme dans ce style-là. Non, c'est ça. C'est vraiment un autre concept que tu amènes qui est vraiment très hot, là. On va pouvoir montrer. Qu'est-ce que je veux dire là-dessus? Le projet total, on parle du terrain, tu dis que le terrain a coûté 800 000. Non, le terrain n'était pas 800 000, c'est juste que je voulais dire qu'on n'était pas loin du 800 000. Ah, t'es pas loin du 800 000. Le terrain, avec les frais de notaire, les taxes et tout, c'était 600 000. 600 000. Donc, ça, c'était en freehold ou en leasehold? En leasehold. Parce qu'en freehold, 25 ans plus, pas option de louer pendant... C'est ça. Okay. Par contre, en freehold, on parle d'un montant à peu près 3 ou 4 fois plus élevé. Ouais. Donc, il faut que tu calcules au niveau de ta rentabilité. Si tu vises sur le plus long terme, ça a du sens. Si tu as vraiment les fonds. Ouais. Par exemple, tu veux bâtir un hôtel comme un Four Seasons, tu ne vas pas prendre un leasehold. Tu vas prendre un freehold. Tu vas l'acheter. Mais pour nous autres, on voulait la rentabilité le plus rapidement possible. Fait qu'on a opté pour du leasehold. Ouais, ça fait du sens. Fait que 600 000 pour ça. Après ça, le restant, c'était les permis, la construction, décoration, les frais d'ouverture de l'entreprise, le puits, la route, paysagement. C'est toi qui s'occupe de la route pour aller à ton terrain. Oui, exact. Parce que nous, on a acheté un terrain qui était vraiment dans une zone quand même assez locale. OK. Vu que c'était dans une zone assez locale, il fallait quand même mettre en place un peu plus d'infrastructures, un peu plus défricher le terrain, s'assurer que c'était préparé. OK. Puis là, ça, c'est-tu déjà commencé? Oui, exact. C'est déjà commencé. Ça a commencé ce mois-ci, justement. Ça a commencé là? Oui, ça a commencé là. C'est là. Fait qu'on calcule à peu près 12 à 13 mois pour que tout soit complété. C'est 4 villas, là. C'est pas une, là. C'est 4 villas qui sont pas petites, là. C'est combien le projet total? En montant d'argent? Ouais. C'est 2 millions. 2 millions pour 4 villas. Côté perspective, là, ici à Québec, ça serait à peu près 8 à 10 millions. Là, je pense que ça serait quelque chose comme ça, parce qu'on parle d'une structure en béton armé, on parle d'une piscine de 15... Je me rappelle pas exactement la longueur, mais je pense que c'est entre 15 et 17. Là. C'est vraiment long. OK. Puis c'est sur 2 étages avec terrasse sur le toit. C'est combien de pieds carrés, les villas? La surface habitable du premier étage, c'est 2000 pieds carrés. Puis ensuite, on a un autre 2000 pieds carrés en haut. Wow, ça c'est assez gros, là. Par villa. Okay. Puis après ça, on a toute la zone extérieure qui est environ le double de ça. Le double. Fait que chaque villa va avoir à peu près 4000 pieds carrés. Ouais, 4500 pieds carrés. Ouais. Puis c'est tout aménagé. Dans le fond, tu vas avoir la piscine, tu vas avoir des spots pour chiller, mettons. C'est vraiment tout aménagé, là, le setup. On a une zone jacuzzi qui est couverte. On a des lits pour l'extérieur. On a un barbecue. On a un feu de foyer sur le toit avec une vue sur l'océan. Fait que tu as un balcon sur le toit. Ouais, on a un balcon sur le toit. Une grosse zone... le living area, là, c'est... comment on dit ça déjà en français?
Quand j'en perds mon français, c'est fou. Sunken Lounge, non? Ouais, c'est ça. On a le Sunken Lounge. C'est un sofa encastré qu'on appelle. Sur le toit? Non, en bas. En bas, ok, ouais. Sunken Lounge, ouais. Puis on a la télé, tout, avec cuisine. Okay. Tout est ouvert là. Encore un peu le même concept. Puis ça, mettons, ça va-tu être comparable à ton ROI sur ta villa, tu penses? Oui, ça devrait même être un peu plus élevé. Ouais. Par contre, là, moi, comment j'ai fonctionné, c'est pas autofinancé, là, 2 millions, là, évidemment. T'as un partner. J'ai un partner investisseur. Ouais. Puis nous, on lui paye un certain montant d'intérêt. Ouais. Puis c'est sûr que les intérêts font en sorte que notre return on investment va être un peu moins élevé. Ouais. Par contre, quand t'as pas les fonds, ben t'as pas le choix de... T'as pas les fonds, t'as pas les fonds. T'as pas le choix de débuter à un certain point. Tu passes pas un projet, tu te pars pas en business, puis ça va être facile, le soleil est beau, on regarde le plafond, tout est facile. Faut que tu aies un petit stress sur les épaules. Là. Ben c'est ça, exact. Tu l'as là-dessus. Puis ton investisseur, tu me disais, je pense, il est relax, le gars. Ouais, ben dans le fond, c'est... Et comment? Explique-moi, c'est qui, il vient de où, puis c'est quoi comme type d'investisseur? Dans le fond, c'est un gars de Montréal qui a fait énormément d'argent dans l'agroalimentaire. Okay. Donc, lui, c'est quelqu'un qui a plusieurs entreprises. Il investit beaucoup dans des startups pour des jeunes. OK. Fait qu'il aime ça, dans le fond, partir avec des jeunes. Puis ça le prime. Fait que lui, c'est à un autre niveau que juste faire de l'argent, là. Ouais, exact. Lui, c'est parce que il voit ça comme générationnel. Il veut donner un peu la chance qu'il a eue. OK. Puis il veut mentorer les jeunes qui ont des belles idées puis des visions similaires à la vision que lui avait quand il était plus jeune. J'aime ça le monde de même parce qu'à un moment donné, c'est beau de faire de l'argent, puis à un moment donné, il y a une limite de ce que ça va te donner comme plaisir de faire de l'argent. Puis je pense que je n'ai parlé plein de fois avec plein de monde autour de moi qui réussissent puis qui font de l'argent, puis t'es bien beau t'acheter un char ou peu importe ce que tu t'achètes, tu tannes de ces affaires-là. Fait que c'est le fun d'avoir des projets puis d'aider du monde à te rendre à ton niveau. C'est mind-damn, moi, je trouve. Ben c'est ça. Tu sais, lui, il y a plusieurs petites entreprises qui amenaient à d'autres niveaux en faisant du mentorat comme ça. Ouais. Puis ça fait en sorte que maintenant, tu vas en épicerie, puis tu as plusieurs marques d'agroalimentaire qui vont avoir été du mentorat directement par lui. Là. À cause de lui. Ouais. Tu sais, je donnerai pas de nom pour des soucis de confidentialité. Non, c'est ça, on donne pas de nom, mais tu vas à l'épicerie, puis comme t'as sa grosse compagnie qui a financé un paquet de plus petites affaires en dessous. Tu sais. Très nice, très nice. Ouais, c'est cool. Puis moi, j'aime tout le temps ça là, parce que le monde, il pense que... Je veux savoir, quand tu l'as rencontré puis t'as pitché son projet, ça a-tu été des mois de plans, d'affaires où il t'a écouté puis il a dit go, on fonce? C'était quoi le vibe? C'était-tu quelqu'un d'analytique ou quelqu'un il s'est pitché dans ton projet? Ben dans le fond, c'est le genre de gars que il va vraiment te saisir directement. Il t'a saisi. Il sait direct en 1 heure si toi, il te fait confiance ou il te fait pas confiance pantoute. Ouais. Dans le fond, il savait qu'il voulait investir avec moi direct dans la première heure. Dans la première heure que tu as jasé avec, il savait qu'il Dans la première heure, il m'a dit « Je te fais confiance ». Tu sais, c'est sûr et certain qu'il a fallu que j'envoie mes chiffres. Il y a certains travail derrière. Ouais. Mais ça n'a pas pris des mois. Là. Ça a été quand même assez rapide. Ben justement, lui, il a une équipe de finances qui analyse tous les chiffres que j'y avais donnés. C'est pas le genre de gars qui va niaiser. Là. Il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps de faire ça. Déjà là, que j'ai eu la chance d'avoir un meeting avec lui rapidement, j'étais content. Là, okay. Il est super occupé, il a plein d'entreprises. Puis c'est ça, ça n'a pas été long. Là. Ouais, ça prend, au final, ça prend un gars comme ça qui aime aider les jeunes entrepreneurs, puis t'es tombé direct dans le type de personne que ça prenait. Là. Puis moi, c'est un gros avantage parce que ça fait en sorte qu'il me fait confiance dans le projet. T'sais, oui, c'est un monsieur qui a énormément d'entreprises, il a énormément d'expérience dans l'immobilier aussi, mais il est conscient que c'est mon créneau à moi. T'sais. Ouais, Bali, il connaît rien là-dedans. Il connaît pas Bali. Non, c'est ça. Puis il s'en remet à moi. Ouais. C'est ça que j'aime, tu sais, parce que c'est pas le genre de gars qui va te mettre les pieds, qui va te piler ses pieds, tu comprends? Ouais. T'sais, même si c'est quelqu'un qui a énormément plus d'expérience que moi en business, il est approchable. Mettons, j'ai un souci quelconque, ah ouais, je suis pas sûr de ça, je peux aller le voir, tu sais. Ouais. Si j'ai besoin de plus d'argent, ben j'ai dépassé le budget pour X raisons, il est approchable. Tu sais, c'est un monsieur qui veut travailler avec toi. Ouais. Il veut pas te couper l'herbe sur le pied. Puis c'est la grosse différence, je trouve, avec plusieurs investisseurs que
que j'ai rencontrés. Tu sais. Pour les gens qui cherchent, mettons, qui veulent se partir des projets, comment tu as fait pour trouver ce gars-là, cet investisseur-là qui te permet d'investir 2 millions dans le projet? Ben, dans le fond, honnêtement, tu sais, dans la vie, tu crées ta chance, right? Ouais. Avec la villa que j'ai bâtie, ça a fait en sorte qu'il y a eu beaucoup de bouche à oreille. Ouais. Dans le fond, ma mère à moi, elle était professeure dans une école privée. OK. Puis elle a parlé qu'on avait une villa familiale à Bali dans sa classe. Après ça, la petite fille de 8 ans en a parlé à son père. Qui est ce gars-là? Qui est ce gars-là. Puis son père m'a directement approché. C'est son père qui t'a appelé? Ouais. Il a dit « Ah, c'est cool. Lui, il investit. C'est un jeune. Il investit dans une villa. Ouais. Puis ma fille me parle de lui. Puis c'est lui qui t'a approché. » Ouais. Tu sais, dans la vie, tu crées ta chance. Puis je pense que... Ouais. Comme je suis vraiment grateful que j'ai starté mon projet. Parce que si je l'avais pas fait... T'es passionné, là. Moi, à chaque fois... Moi, quand tu m'en as parlé la première fois, qu'on s'est rencontrés, je me souviens, on s'est rencontrés à cause d'un ami ensemble. Puis tu faisais du trading. Puis tu as commencé à me parler de ça. Puis tout de suite, je t'ai dit, je veux qu'on aille dîner. Je veux que tu me parles de ça. Ouais. Tu t'en parles au monde, puis tu m'en parlais à moi. Puis t'es passionné par Bali, là. J'adore cet endroit-là. J'adore ce que je fais. Puis justement, lui, il m'a approché. J'ai reçu un email de sa part. Puis j'ai fait, voyons là. Ça se peut pas, là. Puis. T'as tout de suite compris c'était qui, là? Ben, en fait, même pas. Non. Sur le coup, tu sais, je savais pas c'était qui ce monsieur-là. What the fuck is that? C'est quoi cet email-là? C'est ça, là. C'est qui, lui? Parce que c'est un monsieur qui a énormément d'argent. Ouais. Mais tu sais pas c'est qui. C'est ça, c'est low-key. C'est low-key. Ouais. Tu sais, sa compagnie est pas tradée publiquement, fait que tu peux pas savoir ce qu'on va avoir de ses stocks. T'as aucune idée de qui c'est ce monsieur-là, là, à part si t'es dans le domaine. Ouais. Fait que dans le fond, lui, il m'a approché, il m'a envoyé un email, il m'a dit « Hey, veux-tu qu'on se rencontre telle date? » J'ai fait « OK, go. » Parce que on avait monté le plan ensemble, on avait tous les chiffres, mais tu sais, j'ai les épimé un peu pour les ajuster à la réalité actuelle. J'ai présenté tout le projet, tous les chiffres en 1 heure. Après ça, il a envoyé ça à son conseiller financier qui a travaillé dans des grosses banques à New York. Après ça, il a tout analysé ça. Il m'a dit « OK, go. Ça fait du sens. Combien tu veux? » J'ai fait on top of my head. Il t'a dit combien tu veux? Ouais. Si tu avais dit 5 millions? Honnêtement, je regrette encore de ne pas avoir calé plus haut. Parce que justement, je suis sûr que je l'aurais eu. Tu l'aurais eu, hein? Ouais, probablement. Mais de toute façon, tu dis les choses se font, tu as créé ta chance. Plus tu te prouves dans la vie aussi avec ce genre de personnes-là. Fait que là, tu as ton projet à 2 millions. Tu fais de quoi de débile avec ça? C'est sûr qu'après, ça marche, puis qu'ils voient la rentabilité, qu'ils embarquent dans tes projets all-in à Bali. Là. Ben c'est ça. Justement, j'ai eu un meeting avec son fils hier, puis on a discuté de ça, justement. C'est une business familiale, lui? Sa petite fille de 8 ans, j'imagine qu'elle n'est pas dans le business. Non, pas la petite fille de 8 ans, mais dans le fond, il y a un fils qui a 38 ans. 38. Fait qu'il y a eu quand même deux mariages, je crois. Okay. Et ça fait en sorte qu'il y a des enfants plus vieux et des enfants plus jeunes. Ouais. Puis moi, là, j'ai eu un meeting avec son fils plus vieux hier. Ouais. Puis quand c'est ça, si tout va bien, ben nous autres, on va pouvoir injecter de l'argent pour d'autres projets, tu sais. Fait que c'est ça, tu crées ta chance dans la vie, puis il faut que tu la saisisses. Là. Ouais. Il y a pas un entrepreneur que je connais qui s'est rendu à un certain niveau sans avoir un minimum de chance. Sans minimum, ben non, ça prend de la chance, puis faut que tu testes des affaires, il faut que tu essaies des affaires, faut que tu te casses la gueule, puis la chance fait partie de la game aussi. Il y en a qui ont pas de chance, puis tu n'en entends pas parler de ce monde-là. Ben c'est ça, parce que c'est une question de timing aussi. Ouais, c'est une question de timing, c'est une question de connexion. Je veux dire, ce gars-là, ça veut pas dire que ton projet n'aurait pas eu lieu avec une autre personne. Tu aurais pu l'avoir, cet investisseur-là, ailleurs de 1 an après, parce que je te connais, tu ne lâches pas ton projet. Là. Non, je te connais, tu ne lâches pas. Là. On a essayé, nous, de le partir ensemble, puis tout, puis on s'est séparés. Puis là, aujourd'hui, c'est moi qui regrette. C'est moi qui regrette parce que j'aimerais ça faire partie du projet. Mais je suis pas le genre de gars à regretter. Fait que je suis le genre de gars à être content puis de regarder dans le futur puis peut-être que plus tard, on va faire d'autres projets ensemble. Oui, mais la porte n'est pas fermée. Puis de toute façon, toi, tu as tes gros projets qui roulent aussi. Là, c'est beau à voir. Il faut que ça parte d'un bord ou de l'autre. Oui, puis à Bali ou à Québec. C'est ça. Tu peux pas tout faire. Fait que faut choisir nos combats. Puis on progresse d'une certaine manière. Ouais. Éventuellement, peut-être qu'on va faire de quoi ensemble. OK, parle-moi aussi. Je sais qu'on en parlait. C'est quand est-ce qu'on en parlait, nous? C'est il y a 1 an.
à peu près. Plus que ça. Il y a 1 an et demi, 2 ans qu'on checkait ça. Ma villa est encore en construction quand elle est encore en construction, fait que ça fait peut-être 1 an et demi. Je me rappelle, il faisait froid. 2 ans. 2 ans, man. Ça fait 2 ans qu'on regarde ça. Ouais, 2 ans. Puis on parlait déjà il y a 2 ans de Lombok. Oui. Parle-moi de Lombok. Ça, c'est Lombok en ce moment, c'est Bali 2.0. C'est genre le Bali d'il y a avant 14 ans. Il n'y a rien sur Lombok, mais c'est une île paradisiaque. Là. Ouais, dans le fond, Lombok, c'est l'île qui est plus à l'est. Okay. Il y a un aéroport. Il y a un aéroport international. Okay. Il y a aussi une piste de course de MotoGP. Ah ouais? Ouais, depuis quelques années. Le gouvernement ont parti un projet de 5 milliards US sur l'île de Lombok pour justement faire la promotion du tourisme. Donc, Lombok, ça risque d'être un des prochains hotspots d'investissement en Indonésie. OK. Puis toi, tu veux jumper là-dessus, genre first hand. Là. Ouais. C'est dans mes prochains projets. Là, c'est sûr qu'il faut que j'y aille étape par étape, mais je l'ai toujours en tête. Là. Ça fait quelques mois là, que je me dis, Lombok, là. C'est à combien de temps de Bali? C'est 1 heure de vol, 1h30 de vol. C'est pas très long. Puis tu peux y aller aussi en bateau. En bateau, je crois que c'est 4 heures, 5 heures. Je me rappelle plus exactement. Puis c'est quoi en ce moment les fenêtres d'opportunité à Lombok? Qu'est-ce que tu pourrais faire? Si tu investis là-bas, ça serait plus un resort? Ça serait plus des villas aussi? Ou tu penses que c'est pas le temps pour les villas? Personnellement, je pense que je viserais un resort avec quelque chose de tout inclus parce qu'il y a moins d'options. Il y a moins d'activités. De restaurants. C'est moins développé. Surtout si tu veux te mettre dans une zone un peu plus remote, là, un peu plus à l'écart. Ouais. Parce que c'est là que les endroits pour faire la plongée sous-marine, le snorkeling, toutes les activités, c'est un peu plus à l'écart de la plus grosse ville. Fait il faudrait que tu construises quelque chose qui est plus tout inclus. Fait que je ferais peut-être un petit boutique resort. Là. C'est un hôtel boutique avec peut-être 9-10 chambres, mais comme des vraies belles chambres avec un petit restaurant, un petit gym. Tu essaies d'avoir le plus possible quelque chose de tout inclus. Avec un cachet. Tu es capable de donner ton cachet, ton style de design. C'est ça. Tout. Exact. C'est mieux de même, selon moi, parce que c'est pas une île qui a encore énormément de tourisme. Okay. Ils veulent le développer. Ouais. L'horizon, tu peux pas nécessairement le savoir. C'est dur de savoir qu'est-ce qui est tough en ce moment, c'est de savoir, OK, si j'investis là, mon retour investissement va-tu se faire rapidement? Tes coûts, j'imagine qu'en ce moment, sont faibles pour aller t'installer là-bas. Coût de terrain, coût d'acquisition, coût de construction, ça va être faible. Mais tu n'auras pas tout de suite le même retour que sur Bali. Là. Exactement. Ouais. Si tu as l'argent, je considère encore que Bali, c'est mieux dans l'immédiat. Ouais. Par contre, si tu veux avoir une vision dans le futur, il y a une tendance que je remarque énormément. Avant, les gens allaient à Bali, on ne parlait pas de Lombok. Maintenant, les gens vont à Bali et ensuite, ils vont à Lombok. C'est quasiment automatique depuis quelques mois. Okay. C'est une tendance que je remarque. Puis quand tu investis en immobilier, là, tu le sais, il faut que tu suives les tendances, il faut que tu suives les marchés. Puis c'est ça que j'essaie de faire. Là. Puis Lombok, c'est la prochaine grosse destination, selon moi. Qu'est-ce qui est le fun avec les tendances dans l'immobilier, c'est que si tu investis dans un secteur qui est tendance, ça reste tendance longtemps. Là. Je veux dire, mettons, si tu prends un restaurant, un exemple de restaurant, le monde il se tanne plus vite d'un restaurant que d'un secteur où aller voyager. Là. Si Lombok, ça devient une prochaine station balnéaire, ça va être bon pendant 15-20 ans. Là. Ça va être c'est investissement ça. sur long terme, même plus. Là. Je veux dire, ça va pas mourir. Là. Tu prends Ibiza, là, ça fait des décennies là, que si tu c'est bien bâti, puis tu fais ton bon marketing, ça peut rester. Là. Puis mettons, on prend un exemple Punta Cana. Là. Ouais. Dans le temps des années 70, c'est le hotspot des célébrités. Là. La République, c'était genre... Là, c'est rendu moins ça. Ça a shifté, mais il y a encore tellement de monde qui va en République. Là. Ben oui, c'est juste... Il va toujours avoir du tourisme, mais le marketing va être moins... change. C'est ça, il va être à une différente clientèle, à mon avis. Il va toujours avoir quelque chose à développer. Il va toujours avoir du monde à Bali. Il va toujours avoir du monde à Lombok. Parce que le gouvernement n'a pas intérêt à diminuer les investissements dans le marketing du tourisme. Parce que c'est de ça qu'ils vivent. Ouais. À Bali, c'est sûr que le reste de l'Indonésie, c'est plus industriel. Mais Bali et Lombok, ils n'ont pas grand-chose d'autre que du tourisme. Là. Ouais, non, c'est ça. Ils n'ont pas de choix, vraiment. Là. Donne-moi une différence. En Amérique du Sud, en ce moment, tout le monde va genre à Tulum. C'est le vibe, mettons, bohème un petit peu. Mais j'ai l'impression que c'est un peu semblable à Bali. Es-tu capable de me donner des différences entre les deux, selon toi? T'es allé à Tulum?
Je suis pas allé à Tulum, okay. mais j'ai eu beaucoup de feedback de Tulum et moi-même, j'ai fait des recherches sur le marché de Tulum parce qu'avant d'investir à Bali, je m'étais donné quelques endroits que je voulais voir où je voulais mettre mon argent. Puis moi, le gros truc qui m'a turn off de Tulum, c'est les cartels et la corruption intense de la police. Oui, on a parlé qu'il y avait un peu de corruption à Bali, mais jamais tu vas sentir ta vie en danger. Ouais, c'est ça. À Tulum, tu peux sentir ta vie en danger. Moi, j'ai eu des histoires de cartels qui ont débarqué dans des hôtels pour te forcer à leur payer des pots de vin, à te donner leur profit. Il y a eu des descentes de police masquées qui ne savent pas trop c'est quoi qu'ils veulent. Il y a eu des gens qui se font arrêter sur le bord de la rue pour aucune raison. Ils se font mettre un sac de coke pendant qu'ils se font fouiller. Après ça, la police ouvre le sac. « Ah, t'as de la coke. Prison, mon chum, sinon tu me payes. » Tu sais, des affaires comme ça. Il n'y a pas ça à Bali. Il n'y a pas ça à Bali, là. De toute façon, trouver de la drogue à Bali, c'est tellement compliqué parce que c'est peine de mort directe. Ouais, c'est ça. Oui, ça, c'est quelque chose que je voulais parler. Là. Faut pas que tu penses que tu vas à Bali puis que c'est le gros party puis que la drogue, c'est pas juste illégal. Là. Tu te fais prendre avec de la drogue à Bali, c'est... Ah ouais, ça peut être prison à vie jusqu'à la peine de mort, dépendamment de si t'es considéré il la donne rapidement la peine de mort. Là. Ouais, parce qu'il faut pas oublier que l'Indonésie, c'est un pays qui est très, très musulman. Ouais. Bali est une sous-île hindouiste. Fait que c'est comme le Canada. Fait que l'Indonésie, c'est musulman, mais eux, ils ont leur petit écosystème hindouiste. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est complètement différent. Puis c'est pour ça qu'au niveau de la sécurité, Bali est nettement plus sécuritaire que les autres îles de l'Indonésie. C'est parce qu'ils sont plus sur les valeurs familiales, ils croient beaucoup au karma, fait qu'ils vont pas te faire mal, tu sais. Ils vont pas venir te voler chez toi parce qu'ils vont considérer que s'ils volent chez vous, ben ça va leur arriver aussi. Tu sais? Tu comprends? Le karma, c'est... Puis, tu sais, c'est des choses comme ça. C'est un bon état d'esprit, ça, je trouve. Ça, en tant que société, le karma, mettons, si tu fais quelque chose, ça va te revenir d'en face. C'est quand même une bonne... Puis c'est pour ça, moi, Tulum, j'avais pas accroché. Non. Puis aussi, j'avais entendu que les contracteurs coupaient vraiment les coins ronds, qu'il y avait des délais. Tu sais, c'est sûr et certain qu'il y en a qui... Je connais des gens qui ont investi à Tulum, puis eux, ça va bien. Mais... Encore là, est-ce que j'étais prêt à prendre le risque pour mon premier investissement majeur en immobilier? En fait, non. Puis j'avais un coup de cœur pour Bali, fait que c'est pour ça que moi, j'ai décidé plus Bali que le Mexique. Plus stable politiquement, moins de corruption, moins de danger. Ouais. C'est ça. Puis tu as des enjeux différents à Bali, comme, tu sais, je veux dire, au Québec, l'immobilier est tellement safe, dans le sens ça n'a jamais baissé. Le gouvernement est assez... Tu sais, je veux dire, il n'y a pas de changement de gouvernement. Je sais que tu dis que c'est safe à Bali, mais tu as tout le temps des enjeux différents, la température, le climat. Bali, on est en haut de la ligne sismique, là, comment on appelle ça? Ouais, c'est ça. C'est un peu... pas la ceinture de feu, là, mais... Dans l'océan, là, ils sont... on est au-dessus d'une zone assez sismique. Par contre, ouais, c'est ça. C'est pas énormément dangereux, étrangement, parce que... Non, mais c'est à prendre en considération. C'est à prendre en considération, ça c'est sûr et certain. Ouais. Quand tu prends ton assurance sur ton bâtiment... Tu as des assurances contre... Oui, tu prends sismique, tu prends volcan, tu prends inondation, tu prends tout ça. Parce que assurance volcan au Québec, c'est rare là, que tu prends ça. C'est assez rare. Là. Ouais. En effet. Fait que, tu sais, ça fait en sorte que, oui, il y a des risques. OK. Mais c'est des risques qui sont calculés. C'est calculé, tu prends ton assurance. Tu sais, dans tout investissement, il y a des risques, puis il faut juste que tu le prennes en considération. Là. Ouais, tu fais pas d'argent dans la vie si tu n'as pas un petit quelque chose. Si tu essaies d'être parfait, tu bougeras jamais. Non, c'est ça. Tu sais, moi, je le dis souvent, là, le monde qui veut investir dans l'immobilier ici, la plupart du monde qui tue leur projet d'investir, c'est l'analyse, sur l'over-analyse. Là. Je niaise tout le temps avec les ingénieurs, là, puis on pourra faire une petite vidéo de ça. Mais les ingénieurs, j'ai des clients qui sont ingénieurs, on dirait qu'ils veulent tout savoir. Là, mais si mon locataire, il ne paye pas ce mois-ci, comment que je vais... Tu sais, je veux dire, ils analysent tout au complet, puis des fois, il faut juste que
que tu te pitches dans le projet pour que ça crée quelque chose. Là. On dit, c'est quoi le jargon en anglais? Là? C'est paralysis by analysis. Là? Paralysis by analysis. J'adore ça. Tu te paralyses à force de trop penser. Tout savoir, tous les points, tous les points sur les i, il faut que tu répondes à toutes les questions. Ouais. Ça vient m'emmener, fuck off, fais juste te pitcher dans le projet. Tu vas pas crever si ça plante, là, tu vas te ramasser puis tu vas repartir sur un autre projet, c'est tout. Là. Mais tu peux juste pas le calculer. Il y a des incalculables qui vont t'arriver en business. Il faut juste que tu fasses avec. Ouais. Puis rendu là, c'est un apprentissage. C'était-tu calculable que tu allais partir une villa pour le fun parce que tu étais passionné, que ta mère était professeure, qu'elle allait parler de ta villa dans une classe, qu'une petite fille de 8 ans, que son père, il a plusieurs business, elle allait parler à son père, que lui te contacte pour investir dans ton projet. Est-ce que ça, c'est calculable? Non. Non. Personne ne peut calculer ça. Dans mon meilleur monde. Ouais. Personne ne peut gratter ça sur un ticket et dire « Ah oui, ça va arriver. » C'est sûr que ça, dans un an, ça arrive. Là. Ouais, dans ma tête, je me suis dit, le lendemain, je vais aller signer mon billet de loterie. Là. Ouais, c'est ça. C'est littéralement ça. Là. C'est quasiment un chèque en blanc pour partir une business. Ça. Ouais. C'est fou. Là. Après, il faut juste que tu te prouves. Après ça, tu as juste à te prouver puis à deliver. C'est tout. Ouais. Comme quoi, il faut que tu prennes la chance. Quand tu as une vision et que tu as quelque chose qui te tient à cœur, il y a toujours quelqu'un qui va croire à ton idée si ton idée est bien construite. T'sais. Ah, puis il y a tout le temps 55 personnes qui vont dire « Ah, c'est de la merde. Bali? Hein? Tu veux investir à Bali? T'es fou, man! » Il y a tout le temps du monde qui va te faire dire « Ben non, ça va jamais marcher ton projet. Oublie ça. » Je pense que ça marche. Ouais. Ça a l'air de marcher. Ça marche très bien. J'étais à 95% d'occupation à l'année longue. Ouais, fait que ta villa t'a coûté 95% d'occupation. Ouais. Ta villa t'a coûté 290 000. Ça te rapporte combien par année? Là, à date, j'ai pas eu une année complète parce que moi-même, j'en ai profité. Ouais, c'est ça. Ma mère va venir pendant 2 mois aussi. Ah ouais, puis tu vas me la donner aussi à moi pendant 3 semaines. Ben, c'est ça, tu sais, je vais en faire profiter mes amis. C'est des pertes de profit, mais ça, c'est calculé. Là. Ah, exact. C'est calculé. Là. Parce que la vie-là, c'était pas purement un investissement aussi. Là, je voulais en profiter, avoir du fun avec ma gang. Puis ça fait en sorte que j'ai pas eu une année complète. Okay. Par contre, en termes de revenus, c'est ça. Si je me projette sur une année, je pense que ça ferait au moins 90 000 net. Je sais pas si les gens sont capables de visualiser c'est quoi un investissement qui rapporte 90 000 ici au Québec, mais des multilogements qui rapportent 90 000, ça coûte à peu près dans les alentours de entre 1,4 et 1,6 million. Là. Vous, un immeuble là, ici qui rapporte 90 000, ça va être dans ces alentours-là. Puis ça, c'est un immeuble dans ces prix-là qui est optimisé, là, qui a vraiment une belle optimisation. Là. Mm-hmm. On est dans des immeubles qui sont à peu près 13 fois les revenus bruts, 12 fois les revenus bruts. Ça fait combien? 90 000 fois 12. 90 000, ça c'est excellent à 12. Là. C'est 1,1 million. Ouais. 90 000 fois 13. On est à 1,2 million d'investissement versus 300 000 à Bali. C'est pas la même game. Là. Ouais, c'est pas négligeable. Ouais. Donc, c'est ça. C'est un peu ça que ça ressemble, les chiffres. Je sais pas si ça va toujours rester comme ça. Je l'espère. Là, j'ai une très bonne année pour cette année. Fait que, on espère que ça continue. Tu dis que tu en profites de ta villa, famille, amis, pour toi personnel. Combien de temps, mettons, tu passes à Bali versus au Québec? Comment tu fais quand tu es au Québec? Là, tu me dis que tu restais pour 2 mois. Comment tu fais pour ton 2 mois ici pour gérer ça à distance? Comment tu... Dans le fond, je vais commencer par la première question. Là. Ouais. J'essaie de passer peut-être 4 mois par année au Québec. Fait que 2 mois en hiver, puis 2 mois en été. C'est ça que j'ai fait cette année. Okay. L'année prochaine, d'après moi, je pourrais pas vraiment revenir parce que j'ai trop de projets. Fait que l'année prochaine, tu vas rester 1 an à Bali? Je vais probablement rester 1 an au complet. C'est ton maximum que tu peux rester? En fait, moi, avec le visa que j'ai, je vais pouvoir l'étendre pour une autre année. Donc, j'aurai pas de problème à rester. Le seul souci que je vais avoir, c'est que là, je vais perdre mon assurance maladie au Québec. Là, mais quand tu reviens, tu la reprends? Non, parce que justement, si je passe pas au moins 6 mois par année au Québec, c'est ça, je le perds. Pour être franc avec toi, moi, je vais au privé. Là. C'est ça. L'assurance maladie en ce moment au Québec,
si t'as le temps de mourir 5 fois, là, si t'arrive de quoi, là, fait que t'es aussi bien de te prendre une assurance puis de payer là-bas. Là. C'est vrai. À date, j'ai juste mon assurance voyage qui me couvre en cas d'accident. Avec ta Amex, en fait? Non, Amex, ça dure pas assez longtemps. Ça dure, je crois que c'est 1 mois de mémoire. 1 mois, fait que tu t'es pris une assurance. C'est ça, je me suis pris une assurance spécialisée là, pour les gens qui sont souvent à l'étranger. Okay. Fait que ça fait en sorte que je paye mensuellement puis ça, je suis couvert. Mais si je revenais au Québec puis je passe pas mon 6 mois plus 1 jour, je pense, ou 6 mois moins 1 jour, quelque chose du genre, plus 1 jour, ça fait en sorte que je perds mon assurance maladie. Fait que cette année, c'est sûr, je la perds. Ouais. Mais comment je fais pour gérer tout ça? Honnêtement, j'ai une très bonne communication avec mon équipe sur WhatsApp, j'ai des appels, des Zooms. Une fois que ça a commencé à construire, tu peux engager du staff pour qu'ils vérifient, qu'ils prennent des photos pour toi quand tu n'es pas là. Okay. C'est sûr que dans les grosses étapes du projet, tu veux être là. C'est Cadec qui les fait. Oui, c'est ça. Ouais. Fait que dans le fond, ce que tu veux, c'est tu commences par être là pour la première grosse étape du projet. Donc, l'excavation, les fondations. Et après ça, une fois que ça a commencé, le reste coule plus d'eau. C'est plus facile. Fait que là, tu peux retourner sur le chantier. Mais c'est sûr que si je suis sur place, j'y vais vraiment plus régulièrement. Mais quelqu'un qui voudrait le manager à distance, ça se fait. Ça se fait. C'est juste plus compliqué. Puis, honnêtement, peut-être que j'aurais plus à craindre de pas toujours avoir mon œil sur le projet. Mais quelqu'un qui veut le faire sans trop d'implication puis en rester au Québec, il peut quand même. Parce que les équipes sont bonnes. Tu reçois des updates à chaque fois sur ta construction, des photos, des vidéos, où est-ce qu'ils sont rendus. Tu sais. OK, puis tu fais confiance à... C'est ça. Il faut que tu fasses confiance en ton contracteur. Ouais, c'est ça. Puis moi, vu que je l'ai fait une fois, je sais qu'il n'y a pas eu de coin rond qui a été coupé. Tu sais. Ouais. Ça fait en sorte... Puis lui, Cadec, le monde avec qui il fait affaire, j'imagine, il n'est pas sur chaque chantier, là, à 500 villas par année. Non, c'est ça. Fait qu'il y a des chefs, dans le fond, qui checkent tout pour être sûr que eux, le staff, ils ne tournent pas les coins ronds, là, parce que ça peut arriver. Exact. Ça peut arriver, fait que c'est ça qui est stressant. Là, fait que j'imagine que toi tu as le staff qui vont checker pour être sûr que tout est bien fait à chaque étape. Oui. Okay, dans le fond, moi, ce que je fais, c'est que je vais toujours engager un tiers parti. Tu as quelqu'un à qui tu fais confiance qui va voir, mettons, à chaque mois, il va voir. C'est ça. Puis lui, il n'est ni avec l'architecte, ni avec le contracteur. Il est avec toi. C'est ça. Il est avec moi, strictement. C'est sa compagnie à lui. Il s'y connaît en construction. C'est ça. On appelle ça, je ne sais pas c'est quoi en français, peut-être que tu vas pouvoir me dire, c'est un Quantity Surveyor. Un quoi? Quantity Surveyor. Quantity Surveyor, OK. C'est quelqu'un qui va regarder que, OK, mettons, si dans ton contrat avec le contracteur, c'est écrit tu as besoin de 5 sacs de béton pour telle affaire, mais lui, il va s'assurer que tu as 5 sacs de béton. Il va s'assurer que tout est là. Puis que... C'est ça. Fait que lui, il fait en sorte qu'il s'assure que tout est beau puis que tout est suivi dans les règles puis selon ce que le contracteur t'a donné. Fait que si tu as un tiers parti qui s'occupe de ça puis que tu as des photos en bonus, tu peux le faire à distance. C'est sûr que quand tu as un projet d'envergure, tu veux être là. Tu vas être là, ouais. Surtout une affaire à 2 millions. Là. Exact. Ouais. Quand on parle de gros montants d'argent, moi, je vais être là, puis c'est la raison pour laquelle je peux pas revenir au Québec cette année. Non, c'est ça. C'est la dernière fois qu'on te voit. Ouais. Je sais que tu trades, fait que tu fais du trading. C'est quoi tu fais? Tu fais du trading sur les devises, right? Ouais, le Forex. Le Forex, je sais que tu fais ça. Ça marche bien? Oui, ça marche encore bien. Là, c'est sûr que vu que j'ai investi ailleurs, j'ai un peu moins d'argent dans mes comptes de trading. Fait que ça fait en sorte que toi, dans le fond, tu montes ta liquidité en tradant. C'est ça. Quand tu as une liquidité, c'est comme ça que tu as parti ta première vie-là. Tu t'es monté un certain montant en Forex, tu l'as sorti puis tu as bâti ta première vie-là. Exact. C'est ça. Puis, tu sais, c'est sûr que là, maintenant, au niveau du trading, personnellement, je voulais quelque chose qui était plus dans l'immobilier. Je voulais quelque chose de plus passif. Durant le COVID, le trading, ça a été comme des gros roller coasters. Ouais. Puis, honnêtement, j'ai réalisé qu'il y a énormément de risques que sur le long terme, ça ne soit pas tant viable. Fait que j'ai décidé de branch out. C'est dur à scaler parce que dans le trading, tu peux tout perdre. Là. Ben, c'est ça. Trade, tu peux tout perdre. Là. Fait que, mettons, à un moment donné, les gens qui sont bons et qui sont vraiment forts là-dessus, ils scalent, puis à la place de trader 1000, ils vont trader 10 000 ou ils vont trader 100 000, mais tu le perds. Là. Tu peux le perdre. Puis... Tu peux perdre 1 million là, en tradant. Oui, puis il y a des histoires d'horreur, puis ça fait en sorte que, comme moi, je pense que aussi pour le mode de vie que je veux entretenir, oui, je veux quand même un bon gros montant d'argent. Là, on se le cachera pas, mais moi,
Moi, mon vrai but, c'est la liberté, tu comprends? Ouais. Tu sais, c'est de me dire, demain matin, je me lève ou je me lève pas, puis ça change absolument rien, tu sais. Ouais. Puis c'est ça le but. Fait que l'immobilier, je trouvais que ça m'apportait plus ça. Parce que le trading, il faut que tu sois vraiment alerte. Je suis constamment sur mon téléphone, regarder, ah ouais, telle affaire. Mais l'immobilier, tu sais, une fois que ça roule, mes projets, puis une fois que j'ai atteint un certain niveau... C'est semi-passif. C'est semi-passif. Ouais. Tu sais, c'est sûr qu'il faut que je continue à regarder, à gérer mes trucs. Mais une fois que ma vie là roule, là, pour vrai, là, moi, j'ai une team de management qui fait tout de A à Z. Là. Ouais, c'est ça. Ils se prennent une cote de mon profit, mais ça fait en sorte que Tu peux aller sur d'autres projets. je peux aller sur d'autres projets. Puis j'ai pas à gérer les check-in, check-out moi-même. J'ai pas à gérer les relations clients. J'ai pas à gérer le marketing. J'ai même pas à gérer ma comptabilité. C'est ça, c'est tout pris en charge. C'est tout pris en charge. Fait que ça fait en sorte que c'est tellement passif que je peux plus justifier justement que le trading, ça va être mon revenu principal dans les prochaines années. Puis côté montant, cette gestion-là, ça revient à combien, mettons, sur tes profits? On parle de 15%. Ils prennent 15%. Ils prennent 15%. Puis honnêtement, c'est un très bon montant parce que de ce que j'avais regardé dans les autres pays, mettons que tu veux investir à Punta Cana au Mexique, c'est plus élevé que ça. Là. C'est autour de 20-25 des fois. OK. Puis 20-25, c'est quand même assez élevé. Là. Puis l'avantage, c'est que la firme avec qui je fais affaire, c'est que plus tu as de villas avec eux, plus ils vont diminuer le pourcentage. Fait que tes 4 villas vont coûter moins de 15%. C'est ça. Là, on avait négocié 12%. Là, c'est pas encore coulé dans le béton. Fait que tu vas, pour les 4 villas, puis la tienne, tu vas être à 12%. Exactement. Fait que ça va te descendre la tienne aussi. C'est ça. OK. Fait que, puis là, mettons que tu es rendu à 50 villas, ça va baisser encore. Là. Ben, c'est ça. OK. C'est sûr qu'il ne peut pas le baisser indéfiniment. À un moment donné, il va avoir un plafond que lui, pas un plafond, mais un plancher. C'est ça. À la longue, lui aussi, il doit se respecter là-dedans, ouais. mais d'après moi, comme peut-être 11, 10. Ouais, ça va être le plat. Ça serait bon, là. Ouais. Super, 10%. Ouais. Puis comment une autre question que je voulais savoir, comment que ça marche, mettons, on a un traité avec l'Indonésie. Oui. On a un traité, le Canada puis l'Indonésie, ils ont un traité. Fait qu'il n'y a pas de double imposition. Non, c'est ça. Fait que comment, es-tu capable de m'expliquer ce que ça implique, ça, pour quelqu'un qui veut investir? Ben, du moment que tu as un traité de non-double imposition, ouais. Le non, c'est ça, le non-double imposition. Non-double imposition est très important. Ça fait en sorte que, par exemple, si ton revenu est à l'étranger, okay? Si ton revenu est en Indonésie, par exemple, puis en Indonésie, tu es taxé à 10%. Là. Je dis un chiffre complètement au hasard, là, pour qu'on comprenne. Fait que 10%. Ben là, tu vas payer ton 10% en Indonésie. Mais une fois que tu vas ramener ton argent à Montréal, ben là, tu vas être taxé dans ton échelle de taxes canadienne, québécoise, mais ils vont soustraire ce que tu as déjà payé. Fait que tu ne vas pas leur payer en plus. Ouais. Fait que tu sais, ça, c'est un avantage. C'est sûr que, par contre, si tu veux te faire une bonne structure d'entreprise, idéalement, tu ne fais pas ça. Ouais. Sauf si tu veux le payer au personnel. Là. Ouais. Mais tu sais, c'est comme toujours manière de comme avoir une entreprise qui détient une entreprise, puis ça fait en sorte que tu peux avoir une fiscalité plus intéressante. Ouais. Mais ça fait en sorte qu'au moins ça, c'est un avantage. Si toi, tu veux le payer au personnel, tu veux payer des dividendes à partir de ta compagnie, ben, tu ne paieras pas des taxes additionnelles sur ce que tu as déjà payé. OK, je comprends. C'est vraiment avantageux. Premièrement, comment elle s'appelle, ta villa? Villa Lestari. Villa Lestari. Tu as une page Instagram? Oui, page Instagram. Dis-moi combien ça coûte, c'est combien la nuit, combien on peut t'écrire personnellement, je pense? Oui, on peut m'écrire personnellement, on peut m'écrire sur l'Instagram, mais sinon dans le lien de ma page Instagram, là, si tu cliques dans le lien dans la bio, tu peux directement avoir accès à Airbnb, Booking.com ou sinon directement le site de mon management qui coûte un peu moins cher qu'Airbnb. Parce qu'Airbnb, il se prend une charge au-dessus. Fait que nous, on la soustrait du paiement. Toi, tu n'es pas sur Airbnb? Oui, on est sur Airbnb. Tu es sur les deux. Mais je suis sur toutes les plateformes parce que ça fait pas de sens de ne pas l'être. Mais par contre, je priorise quelqu'un qui me contacte directement, qui me dit « Ah ouais, je peux-tu louer ta villa? » Je vais l'envoyer sur mon site directement. Ça fait en sorte qu'il sauve des frais, il coûte moins cher. Fait que tu lui fais un rabais à lui. Là. Tu ne le mets pas dans les poches. Tu vas y faire un prix à la place. Ouais. C'est ça. La prochaine étape, ça va être de partir des projets pour off-plan qu'on appelle pour les gens. Ouais. Donc, ça, c'est quand on parle de off-plan, c'est que je me charge de tout. Je m'occupe de trouver le terrain. Tu gères pour eux. Là. Ouais, je m'occupe de tout, de A à Z. Je m'occupe de t'ouvrir la compagnie si tu veux t'ouvrir une compagnie. Je m'occupe des légalités, des permis, trouver le terrain, la construction. Ensuite, je m'occupe de te setter avec le management. Puis ça c'est un package sur 1 an. Puis nous autres, on veut justement, avec mon partenaire Marian, on veut plus aller dans ce marché-là, dans la vente sur plan. Ouais. Donc, une fois qu'on va avoir atteint ça, c'est vraiment intéressant. Là.
OK. On veut un mélange de rental. Tu vas faire ton propre parc, mais tu veux offrir le service aussi aux gens de bâtir leur propre villa avec toi. Là. Exact. Puis après ça, éventuellement, peut-être même que je pourrais ouvrir ma propre firme de management si j'ai assez de gens de confiance qui ont fait affaire avec moi. Tu sais, après ça, tu peux... Fait que ça, c'est dans le futur. C'est ça. Okay. Les options sont infinies. De 3 à 5 ans. Ah, exact. Fait que, si les gens sont intéressés pour investir à Bali, tout est possible. Pour investir, pour acheter une villa, la tienne a coûté 300 000. Il n'y a pas de financement à Bali. Non, c'est ça. Malheureusement, il faut que tout soit cash ou par un investisseur privé. Un investisseur privé. Dans le fond, moi, pour 300 000 pour 2 chambres, malheureusement, maintenant, ce n'est plus possible. Non. Le marché a augmenté. On parle plus de peut-être 350 375 000. Peut-être même 400, dépendamment de la zone. Ce qui est vraiment pas si pire pour la qualité de construction, la grandeur que tu peux avoir. C'est sûr que ça va dépendre de la zone dans laquelle tu construis parce que le terrain va être plus cher dans une zone plus convoitée. Donc, il y a plusieurs facteurs à considérer. Mais moi, je pense qu'un bon montant, là, si tu veux quelque chose de personnel, 400 000, tu peux avoir une belle grosse villa, vraiment agréable. Sinon, c'est sûr que si moi, je partais sur des projets plus de, mettons, 15 villas, mettons que j'achète un terrain pour 15 villas, je pourrais offrir des plus petits terrains puis offrir des villas une chambre. Puis là, c'est sûr qu'à ce moment-là, je pourrais offrir quelque chose qui est plus dans le 175-200 000. Le seul souci, c'est que justement, il faut que tu aies un terrain plus vaste. Là, fait que la personne qui veut, mettons, son petit projet de retraite, quelqu'un voudrait ici faire comme ma mère, qui s'est acheté une villa puis aller faire sa retraite qui va acheter une villa à Bali, qui va aller faire sa retraite à Bali. Ça pourrait être dans le futur d'avoir une petite villa, une chambre à 175-200 000. Ils ont leur petit terrain qui sont loués sur 25 ans. Puis à un moment donné, ils peuvent le reprendre, le relouer pour un autre 25 ans, puis faire leur retraite. Là, puis... Exactement. Puis la retraite, on en parlait, ma mère, elle va avoir un visa de 10 ans, je pense. Ouais, je pense que c'est ça. De mémoire, c'est 10 ans, là, mais je ne suis pas familier avec Tu peux le renouveler, ce visa-là. Oui, tu peux le renouveler. Puis je pense qu'un des critères, c'est juste d'avoir un certain montant d'argent dans le compte en banque. Là. Ouais. Puis du moment que tu l'as, ben, c'est vraiment pas compliqué. Tu peux juste avoir un visa de retraité à Bali pendant X nombre d'années. Puis en profiter. Super. Fait que on va mettre tes informations à la fin. Puis si les gens veulent te contacter, ils te contacteront. Yes. Puis thank you. C'était bien le fun. Oui, c'est une nouvelle expérience pour moi, un podcast, mais j'aime bien ça. On se revoit à Bali. Ouais, on se revoit à Bali.